Je me présente, mon nom est Jérôme Gaudreault, je suis directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. On est souvent interpellé à la QPS sur les bonnes pratiques, la meilleure manière de parler du suicide dans les médias. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai invité Marie-Christine Saint-Pierre, qui est une ancienne journaliste, chef de pupitre, qui est maintenant vice-présidente chez TAC, pour parler justement de ce sujet-là. Bonjour Jérôme, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour pouvoir échanger avec toi sur cette question-là parce que malheureusement, qu'on le veuille ou non, le suicide, ça arrive encore beaucoup trop souvent aujourd'hui. Puis je pense que ça soulève plusieurs questions, le rôle qu'on a, entre autres, comme journaliste ou encore quelqu'un qui est chargé des communications dans une organisation. Alors, je suis contente d'échanger avec toi comme expert, moi comme professionnel qui a vécu des situations sur le terrain, pour parler de prévention du suicide, mais surtout pour échanger sur la façon dont on peut parler du suicide, parce que ce qu'on constate beaucoup, c'est que ça peut vraiment avoir un impact très important sur la prévention. Effectivement, il y a des manières de parler du suicide dans les médias. Donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait ce dialogue-là avec les représentants du milieu des médias, de manière à ce que les meilleures pratiques soient mises de l'avant dans la couverture du suicide. Effectivement, puis je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle que les médias peuvent avoir. Et ce qu'on constate, c'est que les gens sont de bonne foi là, lorsqu'on arrive devant une situation. Des fois, on n'a pas le choix, faut en parler. On se demande un peu comment le faire. On sait que ça peut avoir des conséquences, la façon dont on en parle aussi. Donc, je pense que c'est important qu'on ait ce dialogue-là ensemble. Puis, je commencerai peut-être par te poser une question que sans doute tous les journalistes se sont déjà posés, assurément. Le suicide, on en parle ou on n'en parle pas? Il y a toujours un dilemme sur cette question-là. D'une part, on ne voudrait pas en parler pour éviter de peut-être donner l'idée aux gens. Ça, c'est un préjugé qu'on entend souvent. D'autre part, c'est important d'en parler pour justement démontrer que c'est une problématique sociale. Et à partir du moment où on en parle, qu'on reconnaît que cette problématique-là existe, mais en même temps, ça nous incite à trouver les solutions, les meilleures manières de le prévenir. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut en parler du suicide, mais encore une fois, il y a des bonnes façons de le faire, il y a des mauvaises manières de le faire, donc c'est important de faire la part des choses. Avant d'aller plus loin, juste pour bien comprendre, j'aimerais ça que tu puisses nous parler de l'état dans lequel se trouve une personne qui est en détresse, qui pense peut-être à commettre l'irréparable. Sans doute que le jugement de cette personne-là est pas nécessairement comme celui d'une personne qui est dans un état normal. Donc, à ce moment-là, c'est quoi le phénomène? C'est qu'on peut procurer des déclencheurs éventuellement? Bien, en fait, ce qu'il faut savoir d'abord et avant tout, c'est qu'une personne qui est suicidaire ne devient pas suicidaire du jour au lendemain. Donc, c'est qu'elle vit, elle a vécu un certain nombre de problématiques importantes dans sa vie qui font en sorte que éventuellement il y a une détresse qui apparaît et il n'y a plus d'issue. On ne voit pas de solution pour mettre fin à cette souffrance-là dans les manières. La personne peut avoir essayé des stratégies qui n'ont pas fonctionné, ce qui va contribuer aussi à augmenter cette détresse-là. Une personne qui est suicidaire, c'est une personne qui pense qu'elle ne vaut rien. C'est une personne qui pense qu'il n'y a personne qui peut l'aider. Puis c'est une personne qui pense que la situation ne changera jamais. Donc, c'est sûr et certain que quand on est emprisonné dans cette espèce de triangle vicieux-là, ça devient difficile de s'en sortir sans l'aide de personnes extérieures. Et pour faire le parallèle avec les médias, c'est que une personne qui est dans cette situation-là peut être témoin de questions du suicide dans les médias et selon la manière que cette question-là est abordée, bien, il peut y avoir des parallèles que la personne va faire et il peut y avoir effectivement certains déclencheurs qui pourraient encourager la personne qui est vulnérable à poser des gestes qui sont similaires à ce qu'on peut avoir mis de l'avant dans les médias. À ce moment-là, comment on doit en parler? C'est quoi les bonnes pratiques? Bien, je pense que d'une part et avant tout, faut reconnaître que le suicide, c'est multifactoriel. Souvent dans les médias, on explique un suicide par une cause simple et unique. Or, dans la très, très grande majorité des cas, faut d'abord savoir que la majorité du temps, il y a un problème de santé mentale qui est présent et qu'il y a justement plusieurs sources qui peuvent avoir affecté l'état de santé mentale de la personne. Il faut mettre tout ça en perspective. Il faut mettre tout ça en perspective. Et aussi, c'est très important, c'est d'éviter d'amener certains éléments. Donc, par exemple, si on parle d'un suicide, bien, c'est de ne pas parler du moyen. Parce que, c'est pas préventif de parler du moyen, ça n'apporte rien à l'histoire. D'autre part, je pense que ce qui est important aussi, c'est de rappeler le fait qu'il existe des ressources qui sont disponibles pour aider les gens. Donc, c'est pour ça qu'on invite toujours les médias, lorsqu'ils abordent la question du suicide, de mettre à la fin de l'article, si vous avez besoin d'aide, si vous êtes inquiet pour un proche, bien, d'inviter les gens vers les ressources d'aide qui sont, par exemple, au Québec, la ligne 1866 appelle et le site suicide.ca. Donc, ça, c'est des exemples de moyens qu'on peut mettre en place pour justement contribuer à la prévention du suicide. Donc, les choses à éviter
réalité, si je comprends bien, il faut éviter d'élaborer sur les raisons, c'est multifactoriel, ne pas parler du moyen. Des fois, on voit aussi le fait qu'une personne soit disparue, une personne s'est suicidée, on voit des photos, on la voit en des jours plus heureux aussi. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait? Je pense que il faut être aussi très prudent dans la manière de parler de l'histoire de vie de la personne. Dans la grande majorité du temps, on ne connaît pas ce que ces gens-là ont vécu. Donc, de mettre des photos, de parler en long et en large de ce qui a été vécu par la famille, à mon avis, c'est pas des éléments qui vont contribuer nécessairement à passer un message de prévention. Jérôme, tu parles d'éviter de parler de moyens. C'est au cœur de la prévention parce que ce qu'on voudrait surtout pas, dans le fond, c'est fournir un mode d'emploi, si on veut. Bien, effectivement, pour les gens qui sont déjà vulnérables, ça peut de voir quelqu'un d'autre qui pourrait avoir vécu une situation similaire, de passer à l'acte puis de connaître la manière dont la personne s'est enlevée la vie, bien, ça peut déclencher un phénomène d'imitation. Donc, la personne peut décider de procéder de la même manière. Donc, c'est pour ça que on invite les médias à ne pas parler du moyen. De toute façon, je pense que ça contribue pas à la prévention, d'une part. Et d'autre part, il faut aussi penser aux personnes endeuillées par suicide qui ont vécu la détresse, les difficultés liées à traverser un deuil par suicide. Et là, d'entendre parler d'un autre suicide qui s'est passé d'une manière similaire à celui qu'on a vécu proche de nous, bien, ça peut aussi ramener une certaine souffrance. Donc, je pense qu'il faut être prudent dans la manière d'aborder les cas de suicide. Parce que le suicide aussi, ça touche beaucoup de gens, trop de gens. Peux-tu nous dresser un petit peu le portrait de la situation au Québec? Bien, au Québec, il y a 3 personnes qui s'enlèvent la vie à tous les jours. Donc, 1100 suicides par année en moyenne, bon an, mal an. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que pour chaque décès par suicide, c'est qu'il y a entre 25 et 30 tentatives de suicide. Donc, ça veut dire entre 75 et 80 par jour, 28 000 par année. C'est énorme. C'est énorme. Il y a aussi, pour chaque décès par suicide, une centaine de personnes qui pensent activement à s'enlever la vie. Pour chaque décès par suicide, il y a 10 à 20 personnes qui sont endeuillées par suicide. Donc, quand on commence à accumuler tout ça, à chaque année, il y a plusieurs centaines de milliers de Québécois qui sont affectés par le suicide. J'aimerais ça maintenant aborder certains cas pratiques que j'ai déjà vus sur le terrain, que sans doute plusieurs journalistes aussi ont connus, auxquels sont confrontés. Tout d'abord, lorsque le suicide d'une personne qui est connue, peut-être même une personne qui est un modèle pour bien d'autres dans la société, comment on doit aborder cette question-là? Je pense c'est très difficile d'éviter ce sujet-là parce que c'est des personnalités qu'on respecte, qu'on aime, qu'on a vues par le passé. Puis souvent, en tant qu'être humain, on a tous des gens auxquels on s'identifie. Donc, si je m'identifie à une personne qui s'est suicidée, bien, c'est évident que je vais vouloir en savoir davantage, que ça va m'affecter. Et c'est là que ça devient risqué quand on en parle parce que, justement, si moi, simple mortel, qui vit des difficultés puis que je vois pas de solution et que la personne que j'apprécie, que j'idolâtre jusqu'à une certaine mesure, qui a tout dans la vie, qui a la richesse, qui a la notoriété, qui a toutes les ressources à sa disposition. Ça, c'est l'image qu'on voit, évidemment. C'est l'image qu'on voit et cette personne-là réussit pas, malgré tout ça, à surmonter ses difficultés, elle en vient à s'enlever la vie. Bien, moi, simple mortel, où est-ce que je me retrouve là-dedans? Donc, c'est certain que ça peut encourager. C'est un phénomène qui a été très, très bien étudié par des chercheurs en prévention du suicide qui s'appelle l'effet Werther, donc qui est basé là, sur le roman de Goethe, là, où il y a un personnage là, qui s'enlevait la vie dans l'histoire. Mais on a constaté dans les mois et les années qui ont suivi l'apparition de ce roman-là qu'il y a eu plusieurs suicides par imitation de la manière c'est-à-dire qui se passait de la même façon que ça se passait dans le roman. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'effet Werther, c'est-à-dire l'identification d'une personne à une autre personne qui s'est suicidée et qui souhaite procéder de la même manière. Raison de plus pour mettre les ressources, évidemment. Autre situation qu'on voit sur le terrain, puis là, ce sont des cas dont je te parle que comme journaliste, comme diffuseur, on n'a pas le choix d'en parler parce que la portée, l'impact, ça ressort dans l'œil du public. Puis là, j'aimerais te parler de la question très délicate ce qu'on peut appeler, par exemple, les drames familiaux, ou c'est-à-dire un homicide, des homicides, suivi d'un suicide. Comment on aborde ces questions-là? Ça demeure très, très sensible. Ça demeure très sensible et ça a un impact émotif important parce que c'est pas juste un suicide, mais c'est qu'il y a aussi des victimes dans cette histoire-là, souvent des enfants, souvent des épouses, des femmes, des conjointes. Donc,
ça vient vraiment toucher notre fibre personnelle. Par contre, il faut aussi remettre ça en question. On a l'impression qu'il y en a beaucoup plus, qu'il y en a beaucoup plus souvent. Or, ce que les études démontrent, c'est que c'est un phénomène qui est très, très rare, mais l'impact médiatique, quand il va arriver, va être énorme, ce qui donne l'impression qu'il y en a plus que dans la réalité. Donc, je pense qu'il faut être prudent aussi. Il faut insister sur le fait que la personne qui a commis ces gestes-là vivait aussi une détresse, qu'elle n'a pas réussi à obtenir l'aide qui était à sa disposition. Et encore une fois, mettre de l'avant les ressources qui peuvent être disponibles pour nous pour vous aider à nous accompagner dans nos problèmes. Autre situation, un suicide qui n'est pas fait, mais on est face à une personne qui est en détresse, par exemple, on a tous déjà entendu ou vu, des personnes qui sont barricadées, des forcenés, des gens armés qui menacent de mettre fin à leur jour, ou encore quelqu'un qui se trouve dans une structure en hauteur, qui menace de passer à l'acte. Évidemment, ça a un impact sur des gens, c'est public. Comment on parle de ça? Bien, je pense qu'il faut deux choses. D'une part, il faut éviter peut-être de parler, encore une fois, du moyen. Donc, si la personne est sur un pont et bloque la circulation, bien, l'idée, c'est peut-être de dire que le pont est bloqué par une personne qui est en détresse, plutôt que de dire la personne menace de se jeter en bas du pont. Donc, déjà là, on évite de parler du moyen qui pourrait mettre fin à la vie à la personne. On voit que les mots sont importants. Les mots sont très importants. D'autre part, il faut mettre l'accent aussi sur la détresse de la personne. C'est une personne qui vit de la difficulté, qui vit de la détresse. Donc, ce qui est important, c'est de lui apporter un soutien, un support, sauver cette personne-là et l'accompagner vers les milieux hospitaliers, par exemple. En ce moment, évidemment, depuis presque un an maintenant, on se retrouve dans une situation qui est très particulière, qui est celle de la COVID-19, avec toutes les mesures de confinement. Bon, on le sait, on a comme l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui sont peut-être plus fragiles. Comment on parle de prévention du suicide dans ce contexte-là qui est quand même très particulier? D'une part, on a essayé de s'informer et avec les informations qu'on a obtenues, notamment du bureau du coroner, pour l'instant, on n'observerait pas, presque un an là, après le début du confinement au mois de mars, on n'observerait pas d'augmentation du nombre de décès par suicide. Ça reste encore à prouver, à démontrer par les enquêtes qui seront faites par les coroners, mais à partir des informations qu'on a pour l'instant, il n'y aurait pas eu d'augmentation, ce qui nous rassure. Et ce fait-là, qu'il n'y aurait pas eu d'augmentation, une des hypothèses qu'on a pour l'expliquer, c'est qu'au-delà des facteurs de risque dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi des facteurs de protection qui se sont aussi mis en opération. On a tous, nous, en tant qu'êtres humains, des facteurs de risque au suicide et des facteurs de protection. Pour la majorité d'entre nous, les facteurs de protection sont plus importants que les facteurs de risque. Mais dans le contexte de la pandémie, bien évidemment, les gens ont réussi dans la majorité du temps, à s'organiser, à s'adapter. On sait qu'une personne qui est âgée, qui est isolée, qui est à risque d'attraper la COVID, bien à ce moment-là, on va organiser un réseau pour faire les commissions de la personne. On peut plus se voir en personne, mais on fait des 5 à 7 sur Zoom. Puis il y a aussi le fait qu'on a un ennemi commun qui est, en tant que société, de se battre contre cette maladie-là. Et ça aussi, ça peut contribuer à améliorer l'effet de protection, l'effet de communauté. Puis finalement, bien, il faut aussi faire le parallèle avec le suicide. Une personne qui pense au suicide, c'est une personne qui perd espoir. Or, dans le cas de la COVID, il y en a de l'espoir. On sait que la situation est temporaire. Il y a un vaccin qui commence à déjà être distribué. On trouve des remèdes. On sait comment mieux traiter. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y aura bientôt un retour à la normale. Donc, on demeure attentif à l'état de santé mentale. Je pense qu'il faut aussi être conscient que le jour où la pandémie et le confinement seront terminés, il y aura encore des gens qui vont vivre la difficulté, qui auront plus de difficultés à revenir à la normale. Donc, je pense que c'est important d'être attentif, de voir ce qui se passe, mais en même temps, de ne pas surdramatiser cette situation-là qui ne s'est pas constatée pour l'instant. Oui, parce que quand même, on voit qu'il y a une hausse des demandes d'aide. Ça, comment on l'adresse? Est-ce qu'on doit donner des ressources en parallèle avec ça? C'est quoi la meilleure façon de le faire? Parce c'est quand même important, c'est important d'en parler. Comment on l'aborde? Bien, je pense que pour les ressources d'aide, c'est très important de continuer à diffuser comment on peut avoir accès à ces ressources-là, de dire qu'elles sont toujours accessibles malgré la pandémie. C'est toujours possible d'avoir accès par téléphone, par clavardage. Peut-être qu'on peut plus se voir en personne, mais il reste que ces ressources-là sont disponibles. Et le fait qu'il y ait une augmentation
de la fréquentation des ressources d'aide, bien, c'est quand même un bon signe. Ça veut dire que la population est au courant de ces services-là et qu'il fait appel lorsqu'ils sentent qu'ils en ont besoin. Donc, il y a les journalistes qui doivent parler du suicide, mais aussi, parfois, ce sont des gens qui travaillent dans les organisations comme conseillers aux communications, comme porte-parole, qui doivent réagir face à des situations. Personnellement, je l'ai déjà vécu dans une organisation où un collègue s'était enlevé la vie. Comment on doit réagir dans ce temps-là? Bien, je pense que d'une part, c'est pas nécessairement une nouvelle d'intérêt public, surtout si la personne qui s'est enlevé la vie n'est pas une personnalité qui est connue. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense qu'il est important dans le milieu où ça arrive, il faut mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de postvention. Donc, d'une part, il y a une nouvelle à communiquer. Il faut communiquer la nouvelle, particulièrement principalement auprès des gens qui sont dans l'entourage immédiat, qu'on pense qu'ils peuvent être affectés. Tout dépendant de la grandeur de l'entreprise, évidemment, la réaction ne sera pas la même. Dans une très grande entreprise, c'est peut-être pas nécessaire d'envoyer une infolette pour annoncer ce suicide-là, mais il faut quand même avoir une stratégie de communication dans l'entourage immédiat de cette personne-là. D'autre part, il faut s'assurer que les personnes qui pourraient avoir été affectées par le décès de cette personne-là puissent obtenir le service de soutien psychosocial, notamment par le biais du Centre de prévention du suicide, par exemple, qui peut, lui, venir, avec ses intervenants, venir dans le milieu de travail et parler avec les personnes et soutenir les personnes qui auront été affectées par ce suicide-là. Si jamais il fallait que cette situation-là devienne publique pour n'importe quelle raison, bien, je pense qu'il faut reconnaître ce qui est arrivé. Il faut éviter de parler, par contre, du moyen, donner les causes exactes ou les circonstances du décès, mais simplement reconnaître que c'est arrivé et de signifier publiquement que les employés ont été avisés de la nouvelle et obtiennent le soutien nécessaire pour les aider, à les accompagner dans cette épreuve-là. Et encore une fois, toujours rappeler mettre de l'avant qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour soutenir les gens qui pourraient être touchés par le suicide. Et si, pour une raison ou pour une autre, on doit être en contact avec la famille endeuillée, comment on doit se comporter? Je pense que, d'une part, évidemment, il y a une forme de communication. Généralement, ce n'est pas à l'entreprise d'annoncer la nouvelle à la famille que le suicide est survenu. Il existe c'est généralement la responsabilité des services policiers de faire ça. Par contre, évidemment, il doit y avoir une communication pour là expliquer les circonstances du décès. Il faut aussi que l'entreprise collabore avec les gens qui font l'enquête, donc notamment le coroner qui doit expliquer les circonstances du décès. Donc, il faut être disponible et collaborateur dans ce sens-là. On peut faire une activité, évidemment, en souvenir de cette personne-là, mais je pense qu'il faut rester quand même relativement discret de manière à éviter de positionner la personne comme un martyr ou une victime ou glorifier cette personne-là. Si une personne s'est suicidée, c'est parce qu'il y avait d'abord des causes et il y avait des problématiques. Donc, je pense que c'est important de se souvenir ça aussi. Donc, ce que je retiens, il faut toujours inclure la dimension de problèmes de santé mentale. Environ 90 à 95% des cas de suicide, il y a une problématique de santé mentale. Donc, ça peut être autant une problématique qui est plus bénigne, comme du stress, de l'anxiété, symptômes de dépression, ou des problématiques plus lourdes, comme par exemple troubles de personnalité limite, bipolarité, schizophrénie. Donc, je pense que ça peut contribuer, mais de souffrir d'un trouble de santé mentale n'égale pas automatiquement suicide. La grande majorité des gens qui ont des troubles de santé mentale ne pensent pas au suicide, réussissent à trouver les meilleures solutions pour vivre avec cette problématique-là. Donc, le lien de cause à effet n'est pas direct, d'une part, et d'autre part, la santé mentale n'est jamais la seule et unique cause du suicide non plus. Un suicide, c'est multifactoriel. Il peut y avoir une histoire de vie qui a été difficile, où il y a eu des drames, il y a eu des tragédies dans la vie. Il peut avoir aussi, ça peut être exacerbé par des troubles de comportement, de consommation. Et il peut aussi y avoir ce qu'on appelle des moments critiques, donc des événements qui surviennent dans notre vie qui peuvent agir un peu comme déclencheurs de la détresse suicidaire. Donc, par exemple, vivre une rupture amoureuse, perdre un emploi, avoir des problèmes judiciaires. Donc, tout ça peut contribuer à augmenter le fardeau sur la personne qui est déjà vulnérable et amener
les idées suicidaires qui, elles, deviennent la seule solution qui pourrait devenir envisageable pour pouvoir mettre fin. Une personne qui se suicide, c'est pas une personne qui veut cesser de vivre. C'est une personne qui veut mettre fin à sa souffrance et le suicide devient la seule solution pour mettre fin à cette souffrance-là. Donc, on retient qu'il y a un incontournable, celui de donner les ressources qui sont disponibles, de donner les ressources d'aide. C'est quoi les ressources qu'on devrait mentionner? Bien, pour ce qui est des ressources d'aide, je pense que d'abord et avant tout, il y a la ligne 1866 appel, qui est une ligne d'intervention spécialisée en prévention du suicide, qui est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, partout au Québec. Donc, on peut appeler si on va pas bien ou si on s'inquiète pour un proche, puis c'est un intervenant qui est spécialisé qui va nous répondre. Donc, je pense que c'est important de mettre de l'avant cette ressource-là. Et il y a aussi le site suicide.ca qui a été lancé il y a quelques mois, où on va être capable de retrouver de l'information spécifique reliée à la prévention du suicide, de l'information très concrète, d'une part, mais d'autre part, aussi un service d'intervention par clavardage, un peu comme la ligne 1866 appelle, avec des intervenants qui sont au bout du clavier et qui sont là pour nous accompagner si on va pas bien ou si on s'inquiète. Puis pour les journalistes aussi qui voudraient en savoir davantage, renseigner ou même échanger entre collègues sur la question, le traitement du suicide, à quel endroit ils peuvent aller? Bien, il existe des guides. Il existe en fait plusieurs guides qui permettent d'accompagner les médias dans le traitement du suicide. L'AQPS a développé un guide il y a quelques années avec le ministère de la Santé qui est disponible sur le site web de l'AQPS. Mais il y en a d'autres qui peuvent être disponibles sur les sites de Santé Canada, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, simplement en tapant les moteurs de recherche, on va être en matière de trouver beaucoup d'informations sur les bonnes pratiques dans la couverture médiatique du suicide. Merci beaucoup, Jérôme. Je pense qu'on est mieux outillés pour parler de suicide et surtout pour savoir comment en parler de façon plus adéquate. Merci beaucoup, Marie-Christine. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir l'occasion d'en discuter avec toi. Je pense que les médias peuvent contribuer à la prévention du suicide et c'est en parlant ensemble qu'on va y arriver.